J'accueille Monsieur Guillaume Bernard. Monsieur Guillaume Bernard, vous êtes maître de conférence habilité à la direction de recherche à l'ICES, membre du CRICES. Après des études de droit et de philosophie, vous vous êtes spécialisé en histoire du droit et des institutions sous la direction du professeur Hubert Guillotel. Membre associé au Centre d'histoire du droit de l'Université de Rennes, vous êtes membre de l'une des 10 commissions internes du Comité international des sciences historiques. Outre l'ICES, vous donnez ou avez donné des enseignements dans plusieurs établissements supérieurs, dont Sciences Po Paris et l'Institut catholique de Paris. Membre du comité de rédaction des essais de philosophie pénale et de criminologie, vous occupez aussi des fonctions de direction de collection pour les éditions PUF et Studirama. Vous enseignez l'histoire des institutions publiques et des idées politiques, la philosophie politique, l'histoire de la justice et de la criminologie, l'histoire politique et constitutionnelle, sociologie et politique. Je vous laisse maintenant la parole afin de clore ces interventions de cet après-midi et vous allez intervenir sur le corps du roi pendant 40 minutes. Merci, messieurs. Merci infiniment, merci madame. Je dois remercier évidemment monsieur l'abbé Nouvaoui qui m'a fait la confiance de me demander d'intervenir dans le cadre de ce colloque et en me proposant ce sujet sur le corps du roi qui est peut-être, je dirais, a priori un peu étranger aux questions théologiques et aux questions bioéthiques qui nous ont occupés toute la journée. J'avoue que le fait d'intervenir dans un colloque dans l'université même où l'on enseigne fait que malheureusement on est parfois pris par des obligations envers des étudiants, ce qui m'a empêché d'assister à l'ensemble des débats, encore que j'ai pu en suivre parfois par les réseaux sociaux pour certaines des interventions, ce qui est tout de même extrêmement pratique. En tout cas, voilà, je vais essayer sinon de clore la journée, du moins d'apporter un point de vue un peu, un peu complémentaire de ce qui a été évoqué, étant entendu que, eh bien, je crois que l'on va retrouver, mine de rien, par ces aspects historiques, institutionnels, politiques, un certain nombre de problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui. Lorsqu'est évoqué évidemment le corps du roi, il est impossible pour tout historien ou tout historien des institutions de ne pas immédiatement penser au fameux ouvrage de l'historien allemand exilé aux États-Unis, Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies, édité à Princeton en 1957 et qui a été traduit en français en 1989 aux éditions Gallimard à Paris. Sous le titre évidemment, Les deux corps du roi. Il me semble toutefois que on peut essayer, je dirais, d'élargir un petit peu la manière de traiter le sujet, de ne pas se focaliser uniquement sur ce que Kantorowicz a évidemment et très brillamment traité, tout en évoquant effectivement la question de la théorie statutaire de la couronne, qui illustre la distinction entre la personne du roi titulaire de la couronne, donc le corps matériel, et puis la permanence de celle-ci, permanence de la couronne, donc au-delà des différents titulaires, c'est-à-dire donc le corps immatériel du roi. Il me semble donc qu'au-delà de ce que l'on appelle la théorie statutaire de la couronne, il est possible d'aborder le corps du roi d'une manière plus large, tant d'un point de vue chronologique, Ernst Kantorowicz traite essentiellement de la question du bas Moyen-Âge, que thématique, et je vais essayer donc de vous en proposer donc une vision un peu plus large. Quelle est-elle, cette vision un peu plus large? Je crois qu'on pourrait presque dire que le roi est triplement dépossédé de son corps. Le roi est dépossédé de son corps sous 3 angles. Le corps du roi est enchaîné, ce sera le premier point. Il peut être sublimé, ce sera le deuxième point. Et enfin, il peut parfois même être martyrisé, et ce sera le troisième point. Le corps enchaîné. La royauté française fut l'héritière de la combinaison de 2 approches, l'une germanique qui apporta la personnalisation du pouvoir, ce sera le premier point, l'autre romaine qui inspira une approche plus institutionnelle, et ce sera le second point. La personnalisation du pouvoir. Les conceptions romaines donc, et germaniques du pouvoir sont communément opposées, étant entendu que cette opposition est schématique et quelque peu simplificatrice, il faut bien le reconnaître. Dans le premier cas, donc dans la conception germanique,
dans la conception romaine, le pouvoir était institutionnalisé. La fonction impériale comptait bien plus que son titulaire, comme en témoigne l'absence de règles de dévolution du trône. Dans le second cas, donc dans la conception plutôt germanique, le pouvoir était personnalisé, la fonction de chef devait être incarnée par une force. Chez les Germains, c'était parce que le chef familial ou le chef politique, exerçait une protection qu'il disposait d'un pouvoir de commandement, ce qui a été traduit par la notion de mundium, avec le terme d'origine germanique, mund, la main, et évidemment on a construit un concept latin, le mundium. Le chef devait incarner et exercer une force à la fois personnelle, il était un chef de guerre à la tête de ses hommes, mais en même temps une force collective grâce au soutien de ses leudes qui lui juraient fidélité. Alors que les Romains attachaient peu d'importance au biologique et pratiquaient communément l'adoption, la transmission du pouvoir chez les Germains au sein d'une dynastie s'appuyait sur la conviction qu'ils partageaient d'ailleurs avec les Grecs anciens de la transmission héréditaire des vertus. Tout cela concourait à ce que le pouvoir n'était pas une abstraction, qu'il devait être incarné dans une personne. Le corps du roi était le réceptacle du pouvoir. Toutefois, la personne de chaque roi n'était qu'un titulaire temporaire d'un pouvoir qui le dépassait. Le roi était bien plus qu'une personne... le roi n'était pas bien plus. Le roi était bien, une personne au sens de la persona, du rôle, de la fonction qui était donc remplie. Et nous en arrivons donc à l'institutionnalisation du pouvoir, l'institutionnalisation de la personne. Les règles de dévolution du trône qui s'imposèrent sous la dynastie capétienne, je vais éviter de vous parler des règles sous les Francs, sous les dynasties germaniques, sous les dynasties franques, mérovingiennes et carolingiennes, parce qu'elles divergeaient quelque peu et cela compliquerait notre propos. Mais en tout cas, les règles de dévolution du trône qui s'imposèrent sous la dynastie capétienne se formèrent de manière coutumière. Elles étaient révélées, et non pas créées, si vous me permettez l'allusion, au fur et à mesure des nécessités, quand une question se présentait. Elles étaient déjà formées quand les litiges étaient tranchés et s'imposaient à tous, même et peut-être surtout au roi lui-même. Prenons, on pourrait disposer d'un assez grand nombre d'exemples, mais prenons au moins l'exemple de la règle de masculinité. Lorsqu'en 1316, la question se posa de savoir qui devait monter sur le trône de Jeanne de Navarre, donc la fille de Louis X le Hutin, ou de son oncle Philippe, celui qui va effectivement devenir Philippe V le Long, donc le frère de son père, donc l'oncle de Jeanne de Navarre et le frère de Louis X, le choix donc du second, le choix pour Philippe, s'imposa, car la primogéniture avait toujours été masculine, alors que bien des rois prédécesseurs avaient eu comme premier enfant une fille qui n'avait jamais accédé à la couronne. J'insiste sur le fait, évidemment, que la loi salique n'est pour rien dans cette règle de dévolution du trône, contrairement à ce qui est généralement et couramment répété. Elle ne fut pour rien dans cette solution et elle ne servit par la suite que d'argument confirmatif à partir de 1358, quand elle fut exhumée par l'historiographe Richard Lescaut. Vous le savez d'ailleurs, la loi salique était une loi pénale, dont la première version, semble-t-il, était rédigée entre 507 et 511, à la fin donc du règne de Clovis, qu'elle a connu plusieurs rédactions à l'époque franque, une dernière rédaction d'ailleurs à l'époque de Charlemagne, et puis, vous le savez bien, la féodalité a renversé l'ordre public carolingien, et par conséquent, elle est tombée en désuétude. Et il y a une disposition dans la loi salique, qui est le fait que les filles ne peuvent pas succéder à la lode, c'est-à-dire la terre qui viennent des pères, et donc en pleine guerre de 100 ans, 1358, nous sommes au début de la guerre de 100 ans, plutôt une période d'ailleurs de Bérésina pour les armées françaises, l'argument de la loi salique est venu
pour renforcer le principe de la masculinité et dire qu'évidemment le roi d'Angleterre, Édouard III, en 1328, n'avait aucune légitimité pour accéder au trône, puisqu'il n'aurait tenu la couronne que par sa mère, Isabelle de France, et que par conséquent, évidemment, Isabelle n'ayant eu aucun droit, elle ne pouvait pas transmettre plus de droits qu'elle n'en avait elle-même. Elle ne pouvait pas faire pont et planche. Donc la loi salique va servir par la suite, je dirais, comme dénomination synthétique pour parler des règles de dévolution du trône, en grande partie parce que c'est un argument facile. Bien sûr, c'est un texte ancien, en grande partie aussi parce que, a été inventé à la fin du XVIe siècle par un protestant, Théodore de Bèze, le concept de loi fondamentale. Loi fondamentale, terme et expression que j'utilise pour ma part extrêmement peu, même s'il faut bien le reconnaître, ce terme de loi fondamentale a été utilisé par des textes normatifs royaux au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais l'expression même de loi fondamentale travestit la nature juridique des règles de dévolution du trône, c'était bien des coutumes. Et je reviens un instant sur cet aspect de la règle de masculinité pour être bien sûr de m'être fait comprendre. En 1316, on regarde la pratique qui s'est répétée dans le temps. Il y a le principe de primogéniture qui s'est imposé de manière quasiment définitive au XIe siècle, et on s'aperçoit effectivement que, bien entendu, il y a eu plusieurs rois qui ont eu comme premier enfant, la primogéniture, une fille. Or, la fille n'est jamais montée sur le trône, la primogéniture a toujours été une primogéniture masculine. C'est donc bien la répétition d'une pratique dans le temps, l'élément matériel de la coutume, et le sentiment que l'on est soumis, que l'on est moralement soumis au respect de cette pratique, l'élément psychologique, qui fait qu'il y a une règle de dévolution du trône qui, en 1316, est révélée, mais pas du tout créée, elle existe déjà, cette règle. D'accord ? Bien. Donc, l'ordre constitutionnel coutumier de l'ancienne France rejoignait l'approche romaine du pouvoir de deux points de vue. D'une part, il était pragmatique et non pas dogmatique, il ne consistait pas, cet ordre constitutionnel, dans des règles établies a priori, puis appliquées au monde réel, mais émané de l'ordre social lui-même, tel qu'il fonctionnait réellement. Et d'autre part, cet ordre constitutionnel manifestait bien l'existence d'un ordre public surplombant les titulaires successifs du pouvoir. Dans les circonstances des crises d'absence de Charles VI et du fameux traité de Troyes de 1420 par lequel le dauphin Charles, le futur Charles VII, était exhérédé de la couronne, les juristes, dont le fameux Jean de Terre-Vermeille, firent valoir que la dévolution du trône était déterminée par les coutumes constitutionnelles qui s'imposaient à la volonté de tous, y compris du roi. Le souverain n'était donc pas constituant, ce qui évidemment fait qu'il y a une profonde mutation, je dirais, dans la définition même de la souveraineté entre l'ancienne France et l'époque contemporaine, avec évidemment cette période de basculement qui est la Révolution. Si la Révolution n'avait consisté qu'à transférer le pouvoir d'un organe, le roi, à un autre organe, les citoyens, nous aurions eu qu'une révolution de palais. On transfère le pouvoir d'un organe à un autre organe. La Révolution française est une véritable inversion des principes. C'est une modification philosophique fondamentale. Le pouvoir du souverain, aujourd'hui les citoyens, théoriquement du souverain originaire, les citoyens, n'est évidemment pas du tout de la même nature que le pouvoir du souverain dans l'ancienne France. C'est pas notre sujet, donc je ne le développe pas, mais grosso modo, évidemment, vous avez là une illustration. Celui qui est souverain dans l'ancienne France ne dispose nullement du pouvoir constituant. Donc le roi ne pouvait pas disposer de la couronne comme d'une chose privée, il ne pouvait pas renoncer à régner. Il y a la fameuse affaire de François Ier qui, prisonnier à Madrid, vous le savez, après la défaite de Pavie, aurait envisagé effectivement d'abdiquer. Ce n'est pas possible. Un roi ne peut pas abdiquer parce que ça veut dire qu'il dispose de la couronne. La couronne lui est attribuée par les règles de dévolution du trône. Ce n'est pas lui qui décide de régner. C'est le hasard, c'est l'ordre providentiel, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est certainement pas le roi. Donc le roi ne peut pas renoncer à régner, ni modifier l'ordre de succession. Charles VI, nous venons de le voir, circonvenu par Isabeau de Bavière, ne put exclure son fils de la succession.
Louis XIV ne put pas modifier non plus l'ordre de succession en rendant prince du sang ses enfants adultérins. La question des renonciations d'Utrecht, qui clôt d'une certaine manière la guerre de succession d'Espagne, ne seront pas évoquées ici, je n'ai pas le temps de le faire, mais la même logique juridique s'y applique, évidemment. Philippe V pouvait toujours s'engager à ce qu'il n'y ait pas de réunion de la couronne d'Espagne et de la couronne de France sur la même tête, ça, à la limite, pourquoi pas, mais il ne peut en aucun cas décider pour lui ou pour ses successeurs, de ce qu'ils ne pourront pas être appelés à être roi de France. C'est impossible. Je suis au regret de le dire pour mes amis orléanistes, mais ça n'a strictement aucune valeur. Les renonciations d'Utrecht, évidemment, sont comprises dans la même logique, n'est-ce pas, de ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire le fait que ce sont les règles de dévolution du trône qui se forment presque incidemment, sans même que l'on s'en rende compte, par la production du corps social, par la réalité du fonctionnement du corps social, qui fait que le roi est appelé ou non à régner. Le roi est dépossédé de son propre corps. Il ne dispose pas de son corps si, effectivement, lui est appelé à régner. Désigné par les règles de dévolution, le successeur est instantanément saisi par la mort du prédécesseur. Le mort saisit le vif, et puis vous connaissez l'expression facile, le héros d'armes tient la bannière de France couchée sur le cercueil du roi, le roi est mort, et instantanément, vive le roi. Le roi n'était donc que le serviteur temporaire de la couronne qui, elle, incarnait la continuité de l'ordre public. Et j'ai ajouté de manière manuscrite, parce que les débats m'y ont fait penser, évidemment, la couronne était indisponible. Et d'une certaine manière, le roi ne disposait plus lui-même de son corps. D'ailleurs, la continuité de l'ordre public est manifestée par le fait que les parlementaires ne portaient pas le deuil du roi défunt pour manifester la continuité du service de la justice. Au-dessus du corps personnel du roi, il y avait le corps de l'État. L'être singulier du roi servait à la réalisation de la fonction royale. L'institution royale comptait plus que le roi. La couronne perdurait au-delà du roi. En France, le roi ne meurt jamais, disait un brocard forgé au XVIe siècle. Le corps mystique du royaume était immortel, mais encore fallait-il que le roi physique fût légitime pour régner. Et ce sera notre deuxième point, le corps sublimé. Dans les systèmes de pensée tant classiques que modernes, il existe deux sources de légitimité pour le pouvoir. L'exercice, ce sera le premier aspect que nous aborderons, et l'origine, le second. C'est l'articulation qui diffère entre la pensée classique et moderne. Pour les classiques, la légitimité par l'exercice prime sur la seconde, tandis que pour les modernes, c'est la légitimité par l'origine qui a leur préférence. Pour résumer, la philosophie classique pense le pouvoir légitime en fonction de sa finalité, parce qu'il réalise, ou du moins qu'il tente de réaliser le bien commun. À l'inverse, la vision moderne affirme que la légitimité est inscrite dans le processus de désignation des gouvernants. C'est son origine qui donne au pouvoir sa légitimité. Alors, bien entendu, dans chacun des deux systèmes, les deux types de légitimité peuvent être combinés. Elles existent, c'est très souvent, vous le savez, dans les systèmes de pensée, en fait, une articulation qui change. J'allais presque dire, c'est comme dans une recette de cuisine, les ingrédients sont les mêmes, mais tout dépend de la proportion et tout dépend de l'ordre dans lequel on les introduit. Donc, évidemment, le pouvoir classique peut être renforcé par une source considérée comme probante. Par exemple, et nous allons en parler tout à l'heure, bien sûr, le sacre du roi qui manifeste l'origine divine du pouvoir. Mais ce qui fait la légitimité du roi, c'est qu'il réalise le bien commun. Bien. De même, le pouvoir moderne est susceptible d'être jugé, par exemple à l'occasion des élections, en fonction de ses réalisations. Ce qui fait que le pouvoir est légitime, c'est que Toto a été élu, et puis ensuite on vérifiera la manière dont il a exercé son pouvoir, et bien on le réélira ou pas en fonction de la réalisation, des réalisations qu'il a faites. Toutefois, chaque pensée donc articule les deux types de légitimité, on le comprend bien, de manière inversée, donnant fondamentalement la priorité à l'une ou
à l'autre, à l'une sur l'autre. Donc je vous propose de voir comment les deux types de légitimité concouraient à délimiter, à expliquer, à illustrer ce qu'était le corps du roi, ce corps sublimé dans certains cas. La légitimité du pouvoir par l'exercice. Quand Eudes, en 888, fut élevé par les grands sur le trône, et surtout, bien sûr, quand Pépin le Bref renversa, en 750, Childéric III, ce fut la question de l'exercice réel du pouvoir, au service du bien commun, qui fut mise en avant. Le pape Zacharie répondit à l'ambassade que le maire du palais, donc Pépin le Bref, lui avait envoyé pour lui poser la question suivante, « Qui doit être roi ?» Le pape Zacharie répondit par la formule suivante. Je passe sur le commentaire que Zacharie prit la peine de dire qu'il répondait au nom de son auctoritas. Passons. En tout cas, il répondit par la formule suivante, « C'est celui qui exerce réellement la potestas, le pouvoir, qui doit en avoir le titre. » Il ne s'agissait pas là, évidemment, d'une adhésion au sociologisme, le droit devant se conformer aux faits, mais de la mise en œuvre, tout simplement, de la bonne vieille justice distributive aristotélicienne, rendre à chacun son dû en fonction de ses mérites. Les rois mérovingiens s'étaient rendus indignes, disons-le, la propagande pro-carolingienne, pro-pipinide plutôt à cette époque, évidemment avait contribué, je dirais, à dévaloriser l'image du roi mérovingien. Mais enfin bon, tout de même, les rois mérovingiens s'étaient tout de même plutôt rendus indignes non pas au sens de la dignité ontologique, n'est-ce pas, mais au sens de la dignitas romaine ou de l'axia grecque, c'est-à-dire les mérites. Les rois mérovingiens s'étaient rendus indignes du titre qu'ils portaient et devaient être remplacés par ceux qui remplissaient effectivement la fonction royale, les pipinides. Le père de Pépin, le fameux Charles Martel, s'était d'ailleurs vu attribuer le titre de princeps, de prince, par le pape Grégoire III en 739. Cependant, la légitimité par l'exercice ne fut pas jugée totalement suffisante par les carolingiens. Ne disposant pas de la légitimité par l'origine, en l'occurrence la dynastie, et devant faire accepter aux grands de revenir sur leur serment de fidélité, prêté au roi mérovingien, ils introduisirent la cérémonie du sacre qui leur apporta la légitimité par l'origine. Cette fois, ce n'était pas une origine dynastique, c'était l'origine divine. En 751, Pépin le Bref fut sacré par les évêques des Gaules. En outre, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de retour à la tige mérovingienne, ils ont procédé, en 754, au sacre anticipé de Charles et de Carloman, les deux fils de Pépin. Oui, sous les Francs, tous les fils succèdent. Bon, passons, c'est pas la question ici, il n'y a pas de primogéniture. Charles et Carloman, donc les fils de Pépin, Pépin d'ailleurs étant lui-même sacré à nouveau, une seconde fois. Celui qui procède à la cérémonie en 754, c'est tout de même le pape Étienne II lui-même qui est venu en personne pour procéder au sacre. Ainsi, la royauté de l'ancienne France combinait-elle les deux types de légitimité de manière primordiale, principale, prioritaire? La légitimité par l'exercice, c'était la réalisation du bien commun par le pouvoir qui le rendait légitime, et subsidiairement, la légitimité par l'origine. Le roi reconnaissait, exerçait un pouvoir qui le dépassait et qui était inscrit dans un ordre cosmologique des choses, cosmologique des choses dans lequel il s'inscrivait et qu'il devait préserver. C'est évidemment le fait que le pouvoir souverain a pour fonction de restaurer l'harmonie qui a été brisée par, les Grecs diraient l'ubris, les Romains disaient l'injuria, par l'action des hommes. Il s'agissait de restaurer l'ordre des choses et non pas de produire un ordre social comme le pensent aujourd'hui les modernes. Là aussi, vous le voyez bien, le pouvoir souverain, dans l'ancienne France, mais disons de manière plus générale dans les sociétés classiques, n'a rien à voir avec la souveraineté telle que nous la concevons, plutôt telle que vous la concevez, depuis la Révolution française. Toutefois, l'origine divine du pouvoir devait jouer un rôle variable, plus ou moins prégnant, en fonction des temps, et donc il faut que nous regardions maintenant en quoi la légitimité du pouvoir par l'origine avait de l'importance et en quelle importance. Lors de son introduction dans la dévolution du trône, le sacre transforma la nature de la royauté. Assez longtemps, le sacre fut interprété par certains comme un sacrement, de même type que celui de l'ordre. Le roi était assimilé à un prêtre.
C'était à l'évidence, disons-le, la position d'un homme comme le moine Alcuin, vous le savez, l'un des principaux conseillers de Charlemagne, et cela explique, me semble-t-il, assez facilement ses propensions au césaropapisme. Pensons par exemple à la lettre que Charlemagne, en fait écrite par Alcuin, la lettre écrite par Alcuin en 795, destinée au pape Léon III, et dans laquelle il explique que tout le domaine de l'action ressort du domaine du prince chrétien, tandis que l'Église doit se réserver au domaine des sacrements et au domaine de la prière. Vous le voyez d'ailleurs, entre nous soit dit, que le césaropapisme n'est pas nécessairement ni antichrétien ni anticlérical. Alcuin, c'est pas Gambetta. Finalement, l'Église trancha la question de la nature du sacre lors de la réforme grégorienne et considéra que le sacre du roi n'était qu'un sacramental, qui, tout de même, rendait la personne du roi a priori inviolable et la hissait au-dessus des autres laïcs, ce qui lui permettait, par exemple, de communier sous les deux espèces. Le sacre connut également une autre évolution quant à son rôle dans la transmission du pouvoir royal. Les Capétiens pratiquèrent, vous le savez bien, le sacre anticipé jusqu'en 1179, à l'exception d'ailleurs de Louis VII qui, lui, a été sacré après la mort de son père. Mais enfin, ensuite, le successeur, le futur Philippe, fut sacré de manière anticipée. Désormais, à partir du moment où vous arrêtez le sacre anticipé, le principe dynastique était à l'évidence suffisamment ancré dans la pratique, grâce à ce qu'il est convenu d'appeler le miracle capétien, c'est-à-dire que à la mort du roi, il y avait toujours eu un prince en âge de régner, effectivement, sans avoir besoin d'un recours à une régence. Et donc, puisque le principe dynastique était suffisamment inscrit dans l'ordre social, on n'avait plus besoin du sacre anticipé. Mais si l'on n'a plus de sacre anticipé, c'est-à-dire si l'on ne sacre plus le successeur avant même la mort du prédécesseur, cela a des conséquences. Le sacre, qui avait pu apparaître comme constitutif de la royauté, puisqu'il annonçait celui qui allait régner, eut désormais un rôle juridique d'évaluer. Il ne servait plus qu'à confirmer celui qui était déjà devenu roi. La chose fut encore plus certaine quand, au début du XVe siècle, le roi Charles VI officialisa le principe coutumier de l'instantanéité de la succession royale. Il est vrai qu'il y avait eu, jusqu'en 1270, une incertitude sur la nature de la période entre la mort du prédécesseur et le sacre du successeur. S'agissait-il ou non d'un interrègne? Mais à partir du moment où la pratique se répéta de dater les actes du nouveau règne à partir du décès du précédent roi, la chose était réglée, j'aurais presque envie de vous dire, ite missa est. Oui, c'est désormais fait, le sacre ne fait que confirmer le roi qui est déjà roi. Ainsi s'imposa la succession instantanée et, par contre-coup, la force uniquement confirmative du sacre. Cependant, les rois ne se passèrent jamais du sacre. Et ils y eurent toujours recours, à l'exception, il est vrai, de Louis XVIII. Je ne parle pas de Louis-Philippe, qui n'était que roi des Français. Ça n'a donc rien à voir. Cela montre que si le sacre était juridiquement dévalorisé, il restait politiquement indispensable. D'ailleurs, lorsque l'identité du roi légitime était discutée, le sacre permettait de signifier et de symboliser sa légitimité. Ce fut naturellement le cas, vous y pensez tous, bien sûr, avec Charles VII. Avec Henri IV, c'est quand même un peu plus ambigu. Le cas est plus discutable puisque, vous le savez, il fut sacré. Henri III meurt en août 1589. Quand Henri IV devient-il véritablement roi? Instantanément, à la mort d'Henri III, étant donné qu'il est quand même protestant et excommunié? Est-ce qu'il devient roi lorsqu'il abjure le protestantisme à Saint-Denis en juillet 1593, étant entendu que le légat pontifical interdit aux ecclésiastiques d'aller recevoir l'abjuration d'Henri IV? Est-ce qu'il est roi en février 1594, lorsqu'il est sacré à Chartres? Oui, parce que la Ligue est tenue par les ligueurs, je veux dire... On a oublié d'être con. Bon, donc Reims est tenu par les ligueurs et donc par conséquent, oui, ce que je suis pour le duc de Guise, pour que les choses soient bien claires entre nous, d'accord? Donc il est sacré à Chartres en 1594, alors qu'il est toujours excommunié. La levée de l'excommunication sous condition
ne se fait qu'en septembre 1595. Ce qui explique que le duc de Mayenne, eh bien, qui à l'époque est chef de la Ligue, eh bien, ne va déposer les armes qu'en janvier 1596. Bon, donc, quand est-ce que Henri IV est véritablement roi? Et est-ce que le sacre de 1594, qui se fait dans le cadre de l'église gallicane, alors que Henri IV est toujours excommunié, est-ce que ce sacre fait d'Henri IV le roi? C'est tout à fait discutable. Bien. Enfin, en tout cas, pour Charles VII, c'est très clair, c'est le sacre qui a révélé, qui a officialisé le fait qu'il était véritablement le roi. Donc, juridiquement, le sacre a diminué de force, mais politiquement, il est toujours indispensable. Symboliquement et même spirituellement, par l'onction d'huile consacrée faite sur son corps, le roi reconnaissait être lieutenant du Christ, véritable roi de France. Le corps du roi était l'instrument d'un ministère, d'une fonction au service d'une autorité supérieure. Ainsi, le roi était-il considéré comme thaumaturge? Le roi te touche, Dieu te guérit. Le corps du roi pouvait être alors l'instrument de la puissance divine, mais le corps du roi pouvait aussi être le lieu de supplice, et ce sera notre troisième et dernier point, le corps martyrisé. L'élimination physique du roi, le régicide, peut être, en fonction des points de vue, évidemment, interprété comme soit un tyrannicide ou soit un parricide. Ce sera le premier point. Mais éliminer non seulement le détenteur du pouvoir, mais également essayer de faire disparaître sa famille, n'a pas la même signification politique, et c'est le deuxième point que nous regarderons. Le régicide comme tyrannicide ou comme parricide. Dans le cadre de la pensée classique, dans sa version, en l'occurrence christianisée, c'est le principe du pouvoir qui est d'origine divine. Nisi, potestas, adeo. Vous noterez la double négation, nisi et a. Dans tout corps social, il est nécessaire qu'il y ait une tête, un chef de famille, un chef d'entreprise, un chef de l'État. C'est la théorie de l'organicisme social. Le corps social est un organisme vivant et il est donc naturel qu'il y ait un chef. Il est logique que la tête dirige le corps. Pour autant, cela ne signifie nullement le principe de l'origine divine du pouvoir, ou disons du principe de l'origine divine du pouvoir. Pour autant, cela ne signifie nullement que le titulaire du pouvoir l'exerce bien. Il est possible que ce dernier en mésuse, qu'il le détourne de sa finalité. Dans ces conditions, il est parfaitement possible, dans certaines conditions, pour faire cesser cette rébellion contre l'ordre cosmologique des choses, de renverser le titulaire du pouvoir et, s'il le faut, de l'éliminer physiquement. Je parle bien là de la position classique. Je ne parle pas évidemment des positions protestantes. Vous savez bien que, en particulier, le camarade Calvin a été intransigeant sur le fait qu'il fallait se soumettre à tout pouvoir, y compris aux tyrans. Et toutes les théories dont nous disposons aujourd'hui sont en grande partie des théories soit augustiniennes, soit calvinistes, soit jansénistes, ce qui, à mon sens, revient à peu près au même. Il ne s'agit pas de discuter ici du bien fondé des motivations de Jacques Clément et de François Ravaillac. Mais il ne fait pas de doute que ceux qui ont soutenu leurs actes les ont interprétés comme des tyrannicides. À l'inverse, bien sûr, ceux qui s'en offusquèrent les dénoncèrent comme des parricides, le roi étant considéré comme le père de ses peuples, expression utilisée au début du XVIe siècle pour le roi Louis XII. C'est dans ce contexte de l'élimination physique des rois, Henri III en 1589 et Henri IV en 1610, que la doctrine de la monarchie de droit divin prit son essor. La personne du roi fut exaltée. Le roi fut mis sur un piédestal pour qu'il soit au-dessus de toute atteinte, afin de mettre le pouvoir à l'abri de la contestation. L'origine du pouvoir fut exacerbée. Le roi ne fut, bien entendu, pas divinisé. On n'est pas dans l'Égypte pharaonique. On n'est même pas dans l'Empire romain où l'empereur romain connaît l'apothéose après sa mort. Non, bien sûr que le roi n'est pas divinisé. L'objectif était de préserver le pouvoir de la couronne. Cependant, cela ne fut pas sans conséquences et, disons-le, en tout cas à mon sens, quelque peu dommageable. Car cela conduit à penser que ce qui faisait la légitimité du roi était avant tout l'origine de son pouvoir.
les modernes s'engouffrèrent dans la brèche et proposèrent que l'origine du pouvoir fût transférée de Dieu aux hommes, puisque selon eux, il n'y avait pas de sociabilité naturelle. N'était-il donc pas logique de voir la source du pouvoir chez ceux qui, permettaient au corps social d'exister, chez ceux sans qui il n'y aurait pas de corps social, puisque la sociabilité est désormais considérée comme étant contractuelle. Je crois que, sans le vouloir, les théoriciens de la monarchie de droit divin, ont offert sur un plateau aux modernes la possibilité de contester l'ordre cosmologique des choses, et en tout cas de contester la hiérarchie, la supériorité de la légitimité par l'exercice par rapport à la légitimité par l'origine. En surprotégeant le corps du roi, certains auteurs affaiblirent le pouvoir royal. N'y eut-il pas là une sorte de perversion intellectuelle, confondant la fin, la défense de l'ordre des choses, avec le moyen, la personne du roi? Et nous voilà donc arrivés au régicide, mais au régicide cette fois-ci conçu comme, et vous me permettrez l'utilisation de ce néologisme, au régicide conçu comme un régimicide, l'élimination d'un régime. Néologisme que je dois d'ailleurs à un collègue que j'ai perdu de vue, qui s'appelait Laurent Baucher, et avec qui je ne suis malheureusement plus en contact. D'aucuns pourraient naturellement considérer que dans le cas de Louis XVI, il s'agit aussi d'un tyrannicide. Disons-le, évidemment, Louis XVI était politiquement un crétin, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon. Mais on peut être un crétin en politique et un martyr aussi. Or, dans la mesure où la royauté avait été renversée en août 1792, puis la République proclamée en septembre, une telle affirmation, c'est-à-dire le fait de dire que l'élimination physique de Louis XVI était un tyrannicide, une telle affirmation n'est plus soutenable. En fait, indépendamment des incontestables maladresses, c'est un euphémisme, et des incohérences de Louis XVI, son élimination en janvier 1793, celle de Marie-Antoinette en octobre suivant, ainsi que les conditions de manipulation mentale puis d'enfermement de Louis XVII, montrent que le but recherché par les conventionnels et la Commune de Paris n'était pas de punir un tyran, mais de tenter, d'une part, de détruire le lignage royal. Ce n'était pas seulement le corps du père qui était touché, c'était le corps social de la famille, en l'occurrence royale, qui était atteint. Donc d'une part, il s'agissait de toucher le lignage royal, et d'autre part, de rendre le changement de régime définitif, d'empêcher tout retour en arrière, en collectivisant la responsabilité de la décision, la Convention s'étant autoproclamée tribunal, et en démultipliant les victimes. Tuer un roi, c'est un régicide. Éliminer une famille royale, ce qui fut d'ailleurs aussi le cas en Russie, vous le savez bien, à Ekaterinbourg en juillet 1918, c'est un régimicide. Voilà la démonstration, ou du moins l'illustration, que les révolutionnaires, tant les jacobins français que les bolcheviks russes, n'avaient pas compris que la légitimité du roi reposait avant tout sur l'exercice d'un pouvoir visant une finalité, la restauration de l'harmonie de l'ordre des choses brisées par l'action des hommes, et non pas sur une origine dynastique ou même divine. Le corps du roi est un instrument au service d'une fin, il n'est qu'un moyen. Le roi peut bien mourir, la couronne ne disparaîtra jamais. Messieurs, le roi est mort, vive le roi!